Mesdames, Messieurs, chers tous, c'est avec grand plaisir que je clôture ce colloque consacré aux politiques de prévention. Je salue l'Institut Pasteur de Lille et la Fondation Pilège qui ont au fur et à mesure des années consolidé ce qui est désormais un rendez-vous incontournable de nos politiques de santé. Je sais que vous deviez initialement vous retrouver au mois de mars, mais pour les raisons que chacun connaît, vous avez dû reporter cet événement. Mais nous y voilà et c'est l'essentiel. Vous vous en souvenez peut-être, j'avais parrainé ce colloque il y a 2 ans à l'Assemblée nationale avec Olivia Grégoire, alors que j'étais rapporteur du budget de la sécurité sociale. Et déjà, nous mesurions toute l'importance de mener cette petite révolution culturelle de la prévention dans notre pays. Depuis 2017, le ministère des Solidarités et de la Santé a fait de la prévention une priorité. La France avait pris beaucoup de retard. Et il fallait engager des changements profonds dans nos pratiques et plus généralement dans notre façon d'appréhender nos politiques de santé. Il était temps de sortir d'une approche exclusivement curative pour privilégier bien en amont les bons comportements. Mieux vaut prévenir que guérir, on le sait très bien, encore faut-il le mettre en œuvre. Je ne vais pas faire ici une liste à la Prévert de ce qui a été engagé, mais je citerai quand même bien volontiers le 4e plan national nutrition santé, lancé il y a un peu plus d'1 an, qui a affiché de nouveaux objectifs avec le succès incontestable du Nutri-Score, cet instrument qui permet à chacun de mieux s'alimenter. Je pourrais également citer la lutte contre le tabagisme, qui a beaucoup progressé. Nous comptons aujourd'hui 1,6 million de fumeurs quotidiens de moins qu'en 2017. C'est une baisse rapide du nombre de fumeurs, qui traduit l'efficacité conjointe des politiques sanitaires, mais aussi fiscales, en la matière. Plus proche de nous, et nous n'en sommes pas encore sortis, la crise sanitaire a révélé de manière criante les inégalités de santé, et les inégalités tout court d'ailleurs, qui sont autant de coups de canif dans notre contrat social. Avec le Ségur de la santé, j'ai souhaité doter chaque région d'une gouvernance stratégique de réduction des inégalités, avec des élus, des associations, des usagers, qui pourront s'appuyer sur un comité scientifique. Une gouvernance stratégique. Pourquoi une gouvernance stratégique? Eh bien, pour garantir une prise en charge globale, médicale, psychologique, sociale, médico-sociale, en établissement, comme en ville, et au domicile, avec des équipes pluridisciplinaires. Pour garantir que dans chaque région et dans leur territoire, les besoins spécifiques de prévention et d'accès aux soins soient bien identifiés et que des programmes concertés pluriannuels soient mis en œuvre et évalués. Vous avez choisi de parler plus spécifiquement de la médecine des modes de vie. Je vous en félicite parce que cette approche de la médecine est une réponse à bien des enjeux de notre époque. La médecine des modes de vie, c'est la médecine qui tient compte des conditions sociales d'existence, c'est la médecine qui prend à bras le corps tous les déterminants de santé, c'est la médecine qui ne se contente pas de constater les inégalités, mais qui met dans les mains de chacun des outils pour les combattre. Je salue le docteur Alain Ducardonnet, qui est présent parmi vous et qui insiste très justement, dans son dernier livre, sur la nécessité de passer d'une relation soignant-soigné à une relation de coopération entre le patient et le médecin. Tenir compte du profil du patient, de ses envies, de ses capacités d'effort, c'est créer avec lui un tandem qui peut aller loin parce que les 2 parties se synchronisent et se fixent un même horizon. Cette médecine des modes de vie, c'est aussi une médecine qui invite les professionnels de santé à jouer collectif. Et là encore, c'est un pilier de l'action de mon ministère. Il faut de la coordination entre les professionnels de santé, il faut du dialogue, il faut faire tomber les murs et je le dis, il faut mettre fin aux petites guerres de chapelle. Les défis sont donc immenses et nous devons nous préparer à les affronter ensemble. En matière de prévention, les chantiers ne manquent pas, mais j'en évoquerai 2 qui concernent les plus jeunes et les plus anciens, nos enfants et nos aînés. S'agissant des plus jeunes, la sédentarité est un fléau contre lequel nous devons lutter parce que beaucoup de pathologies résultent, nous le savons, d'une absence d'activité physique suffisante. Il y a le sport, bien entendu, bon pour la santé physique, bon pour la santé mentale, bon pour la cohésion sociale dont notre pays a tant besoin. Mais il y a aussi le sport sans s'en rendre compte, avec ce qu'on appelle les mobilités actives. Aller à l'école, au collège, au lycée, à pied, à vélo quand c'est possible, c'est un moyen de pratiquer une activité physique régulière. Avec le plan vélo, le gouvernement veut permettre à chacun de se mettre en selle et de se déplacer en toute sécurité parce que bon nombre de trajets quotidiens peuvent être effectués de manière active. Mis en place à la sortie du premier confinement, ce plan doit permettre de démocratiser sur le long terme la pratique du vélo en tant que moyen de transport, quotidien ou occasionnel, lorsqu'il est adapté aux besoins de déplacement des usagers.
Certains pays européens, pas très loin de chez nous, comme les Pays-Bas, ou un peu plus loin comme le Danemark, ont depuis longtemps engagé cette révolution des mobilités actives en mettant en place des infrastructures qui permettent de surmonter ce qui est le frein principal, la peur. De la même manière, avec le grand âge, nous le savons, le périmètre de déplacement se réduit et sa sécurisation devient prioritaire. Hauteur des trottoirs, fréquence des bancs, traversée de voies rapides, absence de visibilité au croisement, ce sont autant de difficultés et d'obstacles qui peuvent être dissuasifs pour les personnes âgées sur leur parcours de mobilité. Tout cela peut sembler technique, c'est au contraire très concret, c'est quotidien, c'est vécu, et une promenade que l'on ne peut pas faire lorsqu'on est âgé, c'est un pas de plus vers la perte d'autonomie. J'en viens donc à ce défi d'une société de la longévité, qui doit être une société de la longévité en bonne santé. C'est à cette seule condition que la transition démographique sera une chance et non une malédiction ou un fardeau, et c'est tout l'enjeu de la prévention de la perte d'autonomie. J'ajouterai un deuxième impératif d'ailleurs, celui de garantir que cette longévité en bonne santé ne soit pas réservée aux plus aisés de nos concitoyens. Il nous faut construire une société de la longévité en bonne santé pour tous. Pour cela, nous devons passer un cap en matière de recherche et de prévention, et j'en ferai un pilier de la réforme du grand âge et de l'autonomie. Il nous faut accepter de parler du processus naturel du vieillissement dès le plus jeune âge et accompagner les jeunes générations pour qu'elles puissent se projeter dans la longévité. Parce que nous le savons bien aujourd'hui, les réflexes de prévention acquis dans l'enfance ont une incidence directe sur la perte d'autonomie dans l'âge avancé. Mesdames, Messieurs, chers tous, je crois que vous m'avez permis, en m'invitant à clôturer ce colloque, de parler d'autre chose que de l'épidémie, et l'honnêteté m'oblige à vous dire que des occasions comme celle-ci ont été assez rares ces dernières semaines et ces derniers mois. Vous m'avez permis de tenir ce qui s'apparente presque à un discours de politique générale, et j'en suis très heureux, parce que parler de la médecine des modes de vie, c'est parler d'une façon d'embrasser toutes les politiques sociales, c'est être au rendez-vous de la prévention et de l'intervention la plus précoce possible, c'est traiter les nouvelles vulnérabilités, renforcer l'universalité des risques à couvrir, c'est mieux traduire la prise en compte de tous les parcours de vie, et c'est personnaliser autant que possible nos modes d'intervention. Je sais pouvoir compter sur vous pour relever ces immenses défis.